Bonjour, donc séance. Je vais essayer de faire une petite séance rapide parce qu'on m'a interpellé sur l'étude de fonction, donc déterminer donc un minimum et un maximum. Donc toujours bien sûr dans le cadre du CRPE. Alors d'abord il faut définir ce qu'est un minimum, le minimum d'une fonction. Donc si on s'amuse à si on représente une fonction f par une courbe qui a cette allure-là, n'est-ce pas? Donc vous avez une courbe qui a cette allure-là. Donc ici, donc ça c'est y égale à f de x, n'est-ce pas? Donc nous voyons très bien que pour cette valeur de x, donc que j'appellerai petit a, nous avons ici bien sûr f de a. Et donc vous voyez très bien que la fonction f admet un minimum égal à f de a en x égale a. Autrement dit, nous avons ici un minimum car quelle que soit la valeur ici, vous aurez toujours f de x plus grand ou égal à f de a. Vous aurez toujours f de x supérieur ou égal à f de a. Après, je vais donner une définition du minimum et du maximum. Donc là, j'ai traduit une situation où on a un minimum. Si maintenant je trace toujours une courbe, et cette fois-ci, j'ai une fonction de ce type. Oui. Ok, représentée, donc c'est toujours y égale f de x, d'accord? Donc y égale f de x. Donc là, je suis au point d'abscisse petit a. Et donc là, bien sûr, j'ai l'ordonnée qui est quoi? F de A. Et donc là, vous remarquez que quelle que soit la valeur ici, vous aurez toujours, n'est-ce pas? Vous aurez toujours, quel que soit x appartenant à l'intervalle que j'appellerai ici E, d'accord? Vous aurez toujours f de x inférieur ou égal à f de A. Et dans ce cas-là, on dira que f de A est un maximum. Et ce maximum est obtenu pour x égale petit a. D'accord? On va donc maintenant, dans une étape suivante, définir ce qu'est un minimum, définir ce qu'est un maximum, et ensuite on va donner des exemples numériques. Donc cette séquence ne sera pas trop longue, mais elle va être relativement, on va dire, synthétique. Très bien, donc on va donc définir, donc j'ai pris le soin d'écrire tout ça pour gagner du temps. Donc on va définir ce qu'est donc un minimum. On va se donner une fonction petit f. On va se donner une fonction petit f. Et donc petit f est défini sur un ensemble, sur un intervalle grand I ou sur un ensemble grand I. Et soit petit a un réel appartenant à cet intervalle. Petit a, un réel appartenant à cet intervalle. On dit que la fonction petit f admet un minimum en petit a, d'accord, si pour tout x de i, f de x est supérieur ou égal à f de a. On dira que f de a est un minimum et que ce minimum, d'accord, ce minimum est réalisé pour x égale a. On dira qu'on a un minimum en a. Donc on va changer la définition et cette fois-ci, on va définir un maximum. Et on va dire une fonction, on dit que petit f, donc les mêmes conditions, cette fois-ci on dit que petit f admet un maximum en A si pour tout x de i, cette fois-ci nous avons quoi? Tout simplement f de x plus petit ou égal à f de a. On va maintenant prendre des exemples numériques et on va déterminer si on a un maximum, si on a un minimum, et après on va donner le cas général. Alors on va prendre un exemple plus simple qui soit, donc on va prendre une fonction de référence, la fonction carré. Donc si je prends la fonction f, n'est-ce pas, la fonction f qui a x associe x au carré. Donc pour représenter cette fonction-là, on va la représenter entre moins 2, par exemple, et plus 2. Donc là, pour ça, je construis ce qu'on appelle une table de valeurs ou un tableau de valeurs. Donc là, j'ai x, f de x.
Donc là, j'ai par exemple moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. Et 2 au carré, ça fait 4. Bien entendu, je pourrais rajouter moins 1,5 qui ferait 2,25, plus 1,5. Je pourrais rajouter plus 0,5, moins 0,5. OK? On va donc représenter graphiquement cette série-là, cette courbe, cette fonction-là, dans un repère. Et donc là, je vais prendre bien sûr 1, 2, 3 et 4. Donc ici, je vais agrandir un petit peu 1 et 2. Donc elle passe par le point de coordonnées, donc 2, 4. Ensuite, moins 2. Donc là, il faut vraiment que ça soit symétrique, puisqu'on dit que c'est une fonction qui présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On dit qu'on appelle cette fonction une fonction paire, mais on n'a pas à se préoccuper de ça. Donc ici, vous allez avoir toujours pour moins 2. Après, pour plus 1, vous aurez plus 1, voilà. Pour 0,5, 0,25, voilà. Et donc pour 1,5, 2,25. Et donc nous avons une courbe qui est représentée ainsi. Donc, on appelle ça une, voilà, on appelle ça une parabole. Donc là, vous voyez très bien que graphiquement, d'accord, graphiquement, nous avons bien un minimum en 0. Alors si on se base sur la définition précédente, donc cette fonction-là, elle est définie par f de x, d'accord, elle est définie par f de x égale x au carré. Tout le monde, on est tous d'accord qu'un carré est toujours plus grand ou égal à 0. Donc on peut tout à fait écrire que f de x est forcément plus grand ou égal à 0. Et vous savez très bien que 0, on l'obtient comment? En tapant tout simplement f de x est forcément plus grand ou égal à f de 0. Vous voyez? F de x est plus grand ou égal à f de 0. Et que traduit ce résultat? Ce résultat traduit que la fonction f admet un minimum égal à combien? F de 0. Et ce minimum, on l'obtient en x égale 0. Donc la fonction f admet un minimum en x égale 0. Et ce minimum est tout simplement égal à f de 0, c'est-à-dire combien? 0 au carré. Ce minimum est égal à 0. Et vous le voyez ici, nous avons bien un minimum qui est égal à 0. Donc là, j'ai pris f de x, la fonction f définie par f de x égale x carré. Je peux maintenant faire la même chose et écrire la fonction f qui à x associe moins x au carré. Attention, le moins x au carré, vous avez bien sûr la puissance est prioritaire, vous avez d'abord le x que vous élevez au carré, donc ça vous fait un nombre positif, précédé d'un signe moins, ce qui fait donc un nombre négatif. Et donc ici j'ai quoi? Moins 2 au carré, ça fait plus 4, mais avec un moins devant, ça fait moins 4. Ça fait moins 1, 0 au carré, moins 1 et moins 4. Ce qui va me donner quoi comme courbe? Je la représente. Je représente cette courbe. Et voilà ce que ça me donne. Cette fois-ci, je vais me placer ici. Donc là, j'ai bien sûr plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. Pour plus 1, moins 1, dans les deux cas, ça me fait moins 1. Pour plus 2, moins 2, dans les deux cas, ça me fait moins 4. Voilà, moins 4. Voilà. Ok, je trace ma courbe. Et donc là, vous avez aussi une parabole, mais qui est orientée différemment. Bon, là, c'est pas très... Voilà, à peu près. Voilà. Et donc là, vous remarquez que la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît, puis elle décroît. Elle atteint ce qu'on appelle un maximum. Et ce maximum, on l'obtient en quelle valeur? Ce maximum est atteint lorsque x égale 0. Et quelle est la valeur de ce maximum? La valeur de ce maximum, c'est combien? C'est 0. Et pourquoi? Parce que si on écrit f de x défini par f de x égale moins x au carré, vous savez que moins x au carré est un nombre plus petit ou égal à 0. Donc je peux écrire quoi? Que f de x est inférieur ou égal à 0. F de x est inférieur ou égal à 0. Et qu'est-ce que c'est 0? Sinon, tout simplement, f de 0. Que traduit ce résultat? D'après la définition précédente, ce résultat traduit la chose suivante. La fonction f
admet un minimum égal à f de 0. Mais f de 0, c'est combien? F de 0, c'est 0. Donc la fonction f admet un minimum égal à f de 0. Et ce minimum est atteint lorsque x égale 0. Donc la fonction f admet un minimum en 0. Et ce minimum est égal à 0. Donc ça, c'est le cas le plus simple. On appelle ça des fonctions de référence. Essayons maintenant de déplacer cette courbe. Essayons de déplacer cette courbe, autrement dit, essayons de déplacer cette parabole. Déplacer cette parabole, ça veut dire quoi? Ça veut dire obtenir des figures comme celle-ci. Vous voyez? Obtenir des figures comme celle-ci. C'est très simple. J'ai mon repère. Je décale ce repère-là. J'obtiens un repère intermédiaire. Un repère intermédiaire, je prends ici voilà, je reprends un repère intermédiaire, vous voyez, ici, comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, bien sûr, et là, je peux avoir encore une parabole. Comme tout à l'heure. Voilà. Et donc là, vous avez pareil, vous avez un minimum, et ce minimum, on l'obtient pour la valeur ici, petit a. Et ce minimum est égal à quoi? À f de a. Bien sûr, ça étant l'origine du repère. Voyez? Donc là, vous avez une parabole exactement décalée. Donc vous avez effectivement une espèce de translation. Vous avez la parabole initiale qui est comme ça. Et donc vous avez un déplacement, donc un changement d'origine. Autrement dit, vous avez ce qu'on appelle une nouvelle origine. Au lieu d'être là, elle sera là. On va voir comment ça se traduit algébriquement, comment on peut traduire, comment on peut donner une expression de cette parabole. Donc pareil, j'ai une fonction comme celle-ci. J'aurais pu aussi avoir une courbe comme celle-ci. Oui. Et dans ce cas-là, c'est pareil. On dit qu'elle admet quoi? Un maximum. Et ce maximum est obtenu en A. Et ce maximum est égal aussi à f de A. Alors maintenant, on va coller un petit peu à ce qui se fait, dans les examens, autrement dit au concours. On est, après avoir manipulé des quantités, donc on va finir avec une expression donc, de f, et puis après on va vous demander, vérifier ou démontrer que petit f admet un maximum, ou démontrer que petit f admet un minimum, et quel est ce maximum, quel est ce minimum. Très bien, prenons l'exemple suivant. Soit la fonction f définie par, donc on va dire f de x égale x moins 2 au carré plus, plus 13. D'accord? Donc f de x est égal à x moins 2 au carré plus 13. Étudier, donc démontrer que cette fonction f admet un minimum. Donc la démarche est très simple. C'est toujours systématique. Bien sûr, lors d'un énoncé, on peut être amené à avoir calculé f de x. Autrement dit, vous avez une expression de f et on vous demande de démontrer que f de x peut se mettre sous cette forme. Bon, je donnerai un exemple un petit peu plus tard. Donc pour le moment, essayons de démontrer que cette fonction-là admet un minimum. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, j'en ai parlé plusieurs fois, ça c'est l'expression, on dit que f a été mise sous forme canonique. Ça, c'est l'expression, c'est l'écriture canonique d'un trinôme du second degré. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais dire, on sait que, plutôt, x moins 2 au carré est un nombre toujours positif. X moins 2 au carré, on sait qu'un carré est toujours positif. Donc x moins 2 au carré est positif. Vous êtes d'accord que si j'ai une inégalité, je peux ajouter la même quantité aux deux membres. Donc si je rajoute ici plus 13, je rajoute ici plus 13. Pourquoi plus 13? Parce que f de x, c'est x moins 2 au carré plus 13. L'objectif, c'est d'arriver à ce résultat-là. Donc vous partez de ça, ça c'est toujours vrai. Un carré est toujours plus grand ou égal à 0. Donc là, je vais écrire x moins 2 au carré est plus grand. X moins 2 au carré, on a dit qu'on rajoutait plus 13. Donc plus 13 est nécessairement supérieur ou égal à plus 13. Mais que représente x moins 2 au carré plus 13? X moins 2 au carré plus 13 n'est autre que f de x. Donc j'ai ici f de x est supérieur ou égal à 13.
Très bien. Alors, pour vraiment coller à notre définition de propriété d'une fonction qui admet un maximum ou un minimum, il faut effectivement dire qu'est-ce qui me renvoie cette valeur 13. Est-ce que vous êtes d'accord que pour trouver 13, il faut que cette valeur-là soit nulle, vous voyez? Donc c'est f de 2, or, f de 2 est égal à combien? F de 2 est égal à 13. Hein, si je remplace x par 2, ça me fait 2 moins 2, ça me fait combien? 0. Bon, si vous ne le voyez pas, vous dites, je peux résoudre cette équation. F de x égale 13. F de x égale 13. Équivaut à quoi? Ça équivaut à quoi? X moins 2 au carré plus 13 égale 13. Je rajoute moins 13, je rajoute moins 13. Ce qui me laisse quoi? X moins 2 au carré égale 0. Un carré est nul si et seulement. Donc x moins 2 au carré, c'est quoi? C'est x moins 2 fois x moins 2, c'est-à-dire x moins 2 égale 0. Donc si et seulement si x égale 2. Donc qu'est-ce que je viens d'établir? Je viens d'établir que f de x égale 13 lorsque x égale 2. Vous le voyez ici, f de 2, ça vous donne bien 13. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais donc écrire, donc, f de x est plus grand ou égal, f de x est supérieur ou égal à 13. Mais f de x égale 13, c'est quoi? C'est tout simplement f de 2. C'est f de 2 qui me renvoie 13. Et que traduit ce résultat? Ce résultat traduit que la fonction f admet un minimum égal à f de 2. Donc égal à f de 2, c'est-à-dire admet un minimum égal à combien? À 13. Et ce minimum est bien sûr obtenu en quelle valeur? En 2. Donc la fonction f admet en 2 un minimum, et ce minimum est égal à combien? À 13. Donc lorsque vous avez, même de façon intuitive, c'est très facile à comprendre, puisque ça c'est un nombre toujours positif. Vous lui rajoutez une quantité. Il est normal que f de x sera toujours supérieur à 13. Si f de x est toujours supérieur à 13, ça veut dire que 13 est bien sûr la valeur minimale. On peut prendre maintenant un autre exemple, et cette fois-ci, on va étudier le cas d'un maximum. Alors voilà ce que je vais dire. Par exemple, je prends une fonction f définie par, donc f de x est définie par, alors on va prendre un exemple, par exemple, on va dire moins x moins 5 au carré plus 7. D'accord? Moins x moins 5 au carré plus 7. Alors, essayons de démontrer que cette fonction f admet un minimum. Bon, de façon intuitive, vous avez compris que cette valeur-là est négative. Cette valeur-là est négative, pardon, pas un minimum, mais un maximum. Vous avez compris que cette valeur-là est négative, donc 7 sera la plus grande valeur possible. Donc, de manière intuitive, 7 est un maximum. Alors, comment le montrer? On va faire comme tout à l'heure. On a x moins 2 au carré, ça a changé, c'est x moins 5 au carré, est plus grand ou égal à 0 pour tout réel x. Je ne l'écris pas, hein, pour tout réel x. L'opposé d'un nombre positif est un nombre négatif. L'opposé d'un nombre positif est un nombre négatif. L'opposé d'un nombre positif est un nombre négatif. Je rajoute plus 7 aux deux membres de mon inégalité. Et j'obtiens quoi? J'obtiens ceci est plus petit ou égal à 7. Mais ça, c'est quelle valeur? Ça, c'est tout simplement f de x, qui est plus petit ou égal à 7. Est-ce que vous êtes d'accord que cette fois-ci, pour obtenir 7, il suffit de calculer quoi? F de 5. Donc comme tout à l'heure, si je veux obtenir la valeur 7, donc f de x égale 7, si et seulement si
moins x moins 5 au carré plus 7 égale 7. C'est-à-dire moins x moins 5 au carré égale 7 moins 7, 0. Et pour quelle valeur x moins 5 au carré est nul? C'est tout simplement si et seulement si x est égal à 5. Donc qu'est-ce que je viens d'établir? Je viens d'établir que f de x, n'est-ce pas? F de x est plus petit ou égal à f de 5 pour toute réelle x. F de x est plus petit ou égal à f de 5 pour tout réel x. Pourquoi? Parce que f de 5, c'est tout simplement 7. Conclusion, la fonction f admet un maximum égal à 7. Admet un maximum égal à 7. Et ce maximum est obtenu, ce maximum est réalisé en x égale 5. Donc de façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que lorsque vous avez une forme comme celle-ci, voyez, vous avez une forme comme celle-ci, vous avez f de x égale alpha. Alpha, c'est un nombre où je vais mettre petit a. Petit a, c'est un nombre réel. Là, j'écris x moins alpha. Alpha, c'est un nombre réel. Au carré plus bêta. Bêta est un nombre réel. On a compris que si petit a est positif, alors la fonction f admet, alors f de x sera forcément supérieur ou égal à bêta. Si petit a est positif, f de x sera toujours supérieur ou égal à cette valeur-là. Et donc, c'est-à-dire que f de x sera supérieur ou égal à f de alpha. Donc si petit a est positif, la fonction f admet un minimum égal à bêta, d'accord? Et ce minimum est obtenu pour x égale alpha. Donc je répète, là vous avez bien sûr un minimum puisque f de x est toujours supérieur. Regardez bien, je fais la figure. Là vous avez alpha, voyez? Là vous avez alpha. Là vous avez f de alpha qui est égal à quoi? À bêta. Et vous voyez bien que f de x est toujours supérieur à cette valeur bêta. Donc bêta est bien un minimum. Et dans quelle situation on a un maximum? Eh bien, on a un maximum si à la place de petit a positif, j'ai tout simplement petit a négatif. Donc, par inspection directe, vous savez si vous avez affaire à un minimum ou un maximum. Donc ici, petit a négatif. Et cette fois-ci, forcément, vous aurez f de x est plus petit ou égal à bêta. Et donc vous aurez f de x est inférieur ou égal à f de alpha. Alors si je fais un petit schéma, je vais prendre un autre stylo un peu plus, voilà, un peu mieux, voilà. Si je trace cette courbe-là, vous voyez, là vous avez bien alpha, là vous avez bien f de alpha, qui est égal à quoi? Qui est égal à bêta. Et donc là vous voyez que bêta est un maximum. Et le maximum, vous l'avez pour x égale à quoi? Alpha. La valeur qui est là, c'est effectivement la valeur qui va annuler ce terme-ci. Donc voilà pour le cas général. On peut maintenant prendre un cas un petit peu différent on peut effectivement caractériser un minimum, mais ce n'est pas forcément une expression ou un trinôme du second degré. Mais avant de faire ça, j'aimerais quand même vous donner une autre formulation pour retomber sur ce type de résultat. Très bien, comme promis, on va prendre un exemple numérique. Donc on va essayer de trouver une situation qui correspond un petit peu à ce qu'on est censé rencontrer donc, dans le cadre du CRPE.
Alors on va considérer donc un triangle rectangle OAB, donc rectangle en O. Donc je vais faire la figure ici. Donc nous avons un triangle OAB, rectangle en O. Et on va dire tel que OA égale OA égale 3 cm. Donc ici je vais prendre 3 unités. Et OB, donc là c'est le point O. Donc ça c'est le point A. Et OB égale 4 cm. Donc là je vais prendre 4 unités. Voilà, 4 unités. Donc ça c'est le point B. Et donc j'ai mon triangle rectangle OAB. D'accord? Donc triangle rectangle OAB, rectangle en B. Je vais donc considérer un point M. Je vais considérer un point M du segment OB. Donc je prends un point M quelconque. Un point M quelconque du segment OB. D'accord? Je prends un point M quelconque du segment OB tel que OM égale X. Donc je vais poser OM égale X. Donc hypothèse OA égale 3 cm. OB égale 4 cm. Et OM égale X. Donc la perpendiculaire AOB passant par M coupe AB en N. Donc je vais tracer la perpendiculaire et donc elle coupe AB en N. Ensuite, le projeté du point N sur la droite OB, autrement dit le projeté de N sur la droite OB, je l'appelle petit p. Autrement dit, je trace la perpendiculaire issue de N à la droite OA. Pardon. Et donc là, c'est le point P. D'accord? Donc elle coupe. Donc la droite, je trace la perpendiculaire issue de N. Donc la perpendiculaire, elle coupe la droite donc OA en un point P. Donc, quelles sont, donc première question, quelles sont les valeurs prises par X? Donc vous voyez bien que OM est égal à X. Donc quelles sont les valeurs prises par X? Vous avez compris que puisque le point M, on a dit que le point M appartient au segment OB, le point M appartient au segment OB, il est normal que X soit compris strictement entre 0 et bien sûr 4. Donc X est compris entre 0 et 4. Première question, exprimer Mn en fonction de X. Alors comment je fais pour exprimer Mn, donc cette longueur Mn en fonction de X? Ici, nous avons la droite Mn est perpendiculaire à OB. La droite OA est perpendiculaire à OB. Par conséquent, la droite MN et la droite OA sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, donc appliqué, nous avons ici deux séquentes, BO et BA, et deux parallèles, MN et OA. D'après le théorème de Thalès, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que MN, oui, MN sur OA, MN sur OA égale à BM sur BO. Je répète, MN sur OA égale BM sur BO, égale bien sûr BN sur BA, égale bien sûr, si je veux l'écrire, BN, n'est-ce pas, égale BN sur BA. Et vous remarquez bien que là vous avez bien MN et là vous avez bien OA. Hein? Autrement dit, cette partie-là, j'en ai pas besoin. Donc première question, exprimer Mn en fonction de X. Alors donc j'écris Mn sur OA. On sait que OA c'est 3. Alors attention, je sais que OM c'est X. Donc de là à là c'est X. Donc on a compris que MB ou BM c'est tout simplement 4 moins X.
4 moins cette longueur-là. D'accord? BM est donc égal à 4 moins X. Sur BO. BO, c'est combien? 4. J'en déduis, en faisant le produit en croix, j'en déduis que MN est tout simplement égal à combien? À 3 fois 4 moins X sur 4. Donc Mn est égal à 3 fois 4 moins X sur 4, qu'on peut écrire tout simplement 3 quarts 4 moins X. Donc ça, c'est ma première question. Exprimer Mn en fonction de X. Deuxième question, d'accord? Deuxième question, calculer l'aire du rectangle, OMNP. Calculer l'aire du rectangle OMNP. Donc si vous permettez, je vais reporter cette valeur ici. J'ai donc Mn qui est égal à 3 quarts que multiplie 4 moins X. Je répète, Mn égale 3 quarts que multiplie 4 moins X. Vous êtes d'accord que l'aire du rectangle OMNP est une fonction de X. Autrement dit, dépend de X. Donc là, on me demande de calculer A de X. Bon, l'aire du rectangle est très simple, c'est bien sûr OM que multiplie MN. OM, c'est X, et MN, c'est 3 quarts que multiplie 4 moins X. Alors, on y va. On va donc écrire. A de X égale l'aire en fonction de X, l'aire du rectangle OMNP, est égal à quoi? À OM, c'est-à-dire à X, que multiplie 3 quarts fois 4 moins X. Je vais réarranger ça, et ça me donne 3 quarts de X fois 4 moins X. D'accord? On peut développer, ce qui me donne A de X égale, donc le 4 sur 4 simplifie, ça me laisse 3x, n'est-ce pas? Ça me laisse 3x, moins 3 quarts de x au carré. 3 quarts de x fois moins x, ce qui me donne 3 quarts de x au carré. Alors, en principe, la question qui va venir après, vous l'avez à peu près deviné, parce qu'il faut que ça fasse suite à ce qu'on a dit précédemment. Donc, grand A est une fonction. Grand A représente l'aire du rectangle OMNP. Question. Démontrer, ou plutôt montrer que A de x admet un maximum. Et pour quelle valeur de x l'aire de ce rectangle est-elle maximale? Alors en théorie, il faudrait transformer cette expression-là et passer par la forme canonique. Mais en général, dans le cadre du concours, on va vous proposer une expression de A. On vous dira par exemple, question plus bas, on vous dira démontrer, je l'écris, démontrer que A de x est tout simplement égal, alors démontrer que A de x est tout simplement égal à, alors que je ne dis pas de bêtises, à moins 3 quarts que multiplie, alors x moins 2 au carré, x moins 2 au carré, plus, alors est-ce que je me suis trompé? Pas vraiment. Plus combien? Plus 3. Donc je répète, on va me demander de démontrer, donc là j'efface cette partie-là, je vais changer de stylo parce qu'il est un peu pâle. Alors on va me demander de démontrer que l'aire du rectangle
est égal, donc l'aire du rectangle A de x est égal à moins 3 quarts que multiplie x moins 2 au carré plus 3. On m'a demandé de démontrer que A de x est écrit comme ça. Donc bien entendu, tout à l'heure, on a trouvé que A de x, c'était combien? 3x moins 3 quarts de x au carré. Donc ça, on l'a établi précédemment. Pour établir ce résultat-là, qu'est-ce qu'on fait? Il est plus facile de, bien sûr, développer ce que j'ai ici. Je vais donc développer l'expression proposée. Donc là, je réécris ce que je suis censé obtenir. Je suis censé obtenir, montrer que l'aire du rectangle, c'est 3x moins 3 quarts de x au carré. Donc j'efface tout ça, et voilà. Je vais donc développer. Alors on y va. Là j'ai une identité remarquable, ça me fait a de x égale moins 3 quarts. J'ouvre une parenthèse, d'accord, ou un crochet. Je développe, ça c'est a moins b au carré, c'est égal à a carré, donc a carré, c'est-à-dire x carré. Le double produit, le produit des deux c'est 2x, le double produit c'est 4x, donc moins 4x, plus 4. Plus 3. Je distribue, ça me fait moins 3 quarts de x carré. Alors, 4 et 4, bien sûr, ça simplifie. Moins par moins, ça fait plus. Donc, 3 quarts de moins 3 quarts que multiplie moins 4, ça fait plus 3. Donc, ça fait plus 3x. Ensuite, moins 3 quarts que multiplie plus 4, ça me fait tout simplement moins 3. Et bien sûr, plus 3. Et vous avez compris, moins 3 plus 3 s'annule, d'où a de x est bien égal à moins 3 quarts de x carré plus 3x. C'est ce qu'on avait établi précédemment. Alors pourquoi on a fait ça? Bien entendu, parce que l'objectif est de déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle OMNP est maximale. Alors si vous regardez bien par rapport à ce qu'on a dit précédemment, ici vous reconnaissez quoi? Le fameux petit a égale moins 3 quarts. Vous reconnaissez ici le fameux alpha égale 2. Et là, vous voyez le fameux bêta, et bêta égale 3. Nous avons bien donc, on va essayer de le montrer, hein, nous avons bien un maximum égal à combien? À 3, lorsque x est égal à quoi? À 2. Alors, on va établir ce résultat-là. Alors, ce résultat-là, on va l'établir ainsi. On sait que x moins 2 au carré est plus grand ou égal à 0. Donc x moins 2 au carré est plus grand ou égal à 0. Je multiplie par moins 3 quarts. Donc moins 3 quarts, facteur de x moins 2 au carré est forcément négatif. Oui, parce que j'ai multiplié les deux membres par une quantité négative, je change de sens. Je rajoute plus 3 aux deux membres. Et vous avez bien 3 quarts de x moins 2 au carré est plus petit, plus 3, je rajoute plus 3 de chaque côté, plus 3, est inférieur ou égal à 3. Vous remarquez bien que pour obtenir 3, il suffit de calculer f de 2. Donc ici j'ai quoi? J'ai moins 3 quarts de x moins 2 au carré. Tout ça plus 3 est égal à f de x. Et bien sûr, 3 c'est tout simplement f de 2. Résultat des courses, la fonction. Alors, vous voyez bien que j'ai changé d'appellation. Ce n'est pas la fonction f, mais tout simplement la fonction a. Donc là, j'ai établi que a de x est inférieur ou égal à a de 2. Par conséquent, la fonction a, donc R du rectangle OA qui associe l'aire du rectangle OMNP, admet un maximum égal à quoi? À A2. A de 2. Ce maximum est égal à combien? À 3. Et ce maximum est obtenu lorsque x égale 2. Autrement dit, lorsque x égale 2, nous avons l'aire de notre rectangle est tout simplement à une aire maximale et elle est égale à 2. On peut vérifier. Si x égale à 2, oui, si x égale à 2,
Alors vous avez compris d'après, donc 2 c'est bien le milieu ici. Donc forcément d'après Thalès, là j'aurai forcément le milieu. Donc là j'aurai combien? 1,5. Et 2 fois 1,5, ça me fait bien, là j'ai bien sûr un peu mélangé. Donc là je dois écrire A de 2. Et là je dois écrire égal à 3. Bien sûr, vous remplacez, si vous préférez, vous remplacez ici x par 2, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. 2 divisé par 4, 2 divisé par 4, ça fait 0,5. 0,5 fois 3, ça fait 1,5. Autrement dit, mn est égal à 1,5, OM est égal à 2, 2 fois 1,5 est tout simplement égal à 3. Voilà une application de ce qu'on a dit. Alors maintenant, est-ce que je vais le faire? Bon, je ne vais pas vous embrouiller, je voulais passer par la forme canonique et arriver à ce résultat. Bon, je vais le faire peut-être en accéléré. Allez, je vais essayer de le faire en accéléré si vous permettez. Admettons que je veuille le faire en autonomie. Donc j'ai trouvé, je pense que f de x, on avait trouvé que l'air a de x. Alors que je ne dis pas de bêtises, on avait trouvé, je crois, 3 quarts, voilà, moins 3 quarts de x carré, voilà, moins 3 quarts de x carré, n'est-ce pas, plus 3x. Bon. Admettons que j'essaie de mettre ça sous forme canonique. Voilà ce que ça va donner. Regardez bien, A de x. Bon, si vous ne comprenez pas, c'est pas trop grave. Vous pouvez éventuellement aller sur une autre séquence où j'ai un peu plus détaillé. Donc je le dis pour ceux qui sont un petit peu au fait. Mais encore une fois, dans le cadre du concours, vous n'aurez pas du tout à effectuer cette démarche. C'est plutôt l'énoncé, enfin la formulation précédente est bien sûr plus adaptée. Donc ici, je mets d'abord A en facteur. Donc ça fait moins 3 quarts. Facteur de x carré. Alors bien sûr, si je mets moins 3 quarts en facteur, c'est que je divise par moins 3 quarts. Donc je multiplie par 4 tiers. Donc si je multiplie par 4 tiers, ça me fait moins 4x. Vous voyez? Si je redéveloppe ça, j'obtiens bien plus 3x. Donc là, je considère ça comme le début du développement d'une identité remarquable. Et je dis que ça, c'est x, ça, c'est le double produit. Donc je fais 2 au carré, et je fais toujours le moins le carré de 2, c'est-à-dire moins 4. Et je distribue, ce qui vous donne moins 3 quarts de x moins 2 au carré. Et quand vous multipliez ici, moins par moins, ça fait plus. Et ça vous laisse bien sûr plus 3. C'est ce qu'on avait obtenu précédemment. Voilà, je vais peut-être prendre un autre exemple différent, mais qui ne fait pas appel cette fois-ci à un second degré, mais qui fait appel plutôt à la notion de fonction affine par intervalle. Très bien, alors un dernier exo, donc cette fois-ci on va se placer comme ceci. Donc nous avons un train qui va partir de Bordeaux à 0h, donc un train qui part de Bordeaux pour Paris, d'accord? Donc Bordeaux-Paris, et ensuite il va faire Paris-Strasbourg, donc Bordeaux-Paris. Paris-Strasbourg. Bon, donc j'ai pris des distances approximatives. Donc je vais dire Paris-Bordeaux, donc j'ai retenu combien? À peu près 575 km. Paris-Strasbourg, j'ai retenu 506 km. Bon, j'ai arrondi pour que les calculs ne soient pas trop fastidieux. Donc je vais supposer que ce train, bien sûr, est un corail et donc roule à la vitesse moyenne de 230 km/h. 230 km/h. Alors, on va donc désigner par D de T, d'accord? On va désigner par D de T, donc D de T, T étant bien sûr la durée en heures. Donc on va désigner par T de T en kilomètres, donc la distance, donc le séparant ce train de Paris. Hein? Donc on va DT, c'est la distance séparant le train de Paris. C'est-à-dire qu'en réalité, si le train est rendu là, D de T est égal à cette distance-là. Si le train est rendu ici, D de T est égal à cette distance-ci. Alors, d'abord,
D'abord, vous avez compris, entre Bordeaux et Paris, il y a bien sûr 575 km. Donc il va démarrer à Bordeaux à 0 heure. Dans 1 heure, il aura parcouru combien? 230 km. Dans 1 heure, il aura parcouru 230 km. Par conséquent, il va se trouver à quelle distance de Paris? Tout simplement à 575 moins bien sûr la distance parcourue. Vous savez que la distance parcourue donc, est égale à la vitesse que multiplie la durée. Donc je vais définir, alors regardez bien, de Bordeaux à Paris, la durée totale du trajet, est de 2h30. C'est-à-dire si vous divisez 575 par 230, ça vous fait 2,5 heures. Donc je vais définir la fonction d ainsi. Donc encore une fois, alors nous avons donc d de t est tout simplement égal à 575. Bien sûr, je cherche la distance qui le sépare de Paris. Donc à l'instant t, on aura donc d de t égale 575 moins bien sûr la distance parcourue, c'est-à-dire 230 t. Et ce, bien sûr, lorsque t pour t compris entre 0 et 2,5. Lorsque t est égal à 2,5, on est exactement à la distance 0 de Paris. Pourquoi? Parce que 230 fois 2,5, ça fait 575 et ça vous donne donc une distance, la distance se séparant de Paris égale à 0. Je vais quand même vérifier, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc j'ai pris mon petit téléphone. Alors 575 divisé, parce que j'ai fait les calculs dans ce sens, mais on va donc diviser par 230 et ça me fait bien, ok, ça fait bien 2,5. Parfait. Maintenant, le plus dur, c'est après, donc d de t. Bien sûr, à l'instant, dans 2h30, dans 2,5 heures, il sera pile à Paris. Et cette fois-ci, donc il va continuer à rouler. Il va continuer à rouler à la vitesse de 230 km. Mais attention, la durée ici, elle est de 2,5. Le repère ici, c'était 0. Là, c'est 2,5. Autrement dit, il va s'éloigner cette fois-ci de Paris. Il va s'éloigner comment? Donc, ça sera 230. Que multiplie quoi? T moins 2,5. Autrement dit, dans 3h30, on est là en 0. Dans 3h30, il sera déjà à Paris. Et il aura roulé combien? Il aura roulé 1 heure. Et donc, multiplié par 230, ça vous fait la distance parcourue depuis Paris. Donc, d de t est égal à 230 fois t moins 2,5. Cette fois-ci, lorsque t est compris entre 2,5, vous voyez, on appelle ça une fonction affine par intervalle, 2,5. Alors, je crois que j'ai calculé la distance, la durée entre Paris et Strasbourg. Donc, si je divise, donc je me suis arrangé pour que ça tombe juste, je vérifie quand même. 506 divisé par 230, ça me fait 2,2 heures. Donc, en réalité, le t ici va être compris entre 2,5 et 4,7. Donc lorsque t est compris entre 0 et 2,5, le train va se trouver à cette distance de Paris. Et lorsque t est compris entre 2,5 et 4,7, le train va se trouver à cette distance de Paris. Alors graphiquement, ça donne tout simplement ceci. Donc là, je fais un schéma sommaire, n'est-ce pas? Je fais un schéma sommaire. Là, c'est la durée t. Je me place quelque part ici à 2,5. Là, j'ai ma distance qui est à peu près de 575 km. Il va donc, là, lorsque t égale 0, je suis à 575 km de Paris puisque je suis à Bordeaux.
dans 2h30, je serai exactement à Paris. Donc à quelle distance de Paris? À une distance égale à 0. Donc je vais avoir une droite qui va être comme ceci. Voilà. Donc ça représente la fonction d sur l'intervalle 0, 2,5. Et bien sûr, après, donc ici, lorsque je vais dépasser, donc là je vais arriver effectivement ici à 4,7 à peu près ici, 4,7. Et là je serai à quelle distance? À peu près à 506 km de Paris. Et donc j'aurai une droite comme ceci. Et là j'ai ce qu'on appelle une fonction affine par intervalle. Et là, vous voyez, vous avez un minimum, effectivement. La distance minimale de Paris, c'est tout simplement 0. C'est lorsque le train est rendu à Paris. Voilà, donc ceci complète ma séquence sur les fonctions, sur le minimum, sur le maximum, sur les extrémums en général. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que tout va bien se passer pour la suite. Et je vous dis donc peut-être à une autre séquence. À bientôt.